Et comme je vois que vous connaissez peut-être pas trop l'EDEC, je rebondis sur la présentation de Catherine pour vous présenter l'EDEC. L'EDEC est une école de commerce qui est une association, loi 1901, à but non lucratif. Donc, on ne peut pas faire de profit, même si c'est une école payante. Mais tout l'argent qu'on reçoit, soit par nos sponsors, soit par les étudiants, il doit être réinvesti dans l'éducation. Et on a plusieurs boards qui surveillent ça. Et notamment, les étudiants eux-mêmes, ils siègent dans ces boards. Est-ce que tu faisais référence à côté entrepreneurial? C'est vrai que c'est dans l'ADN de l'EDEC parce que à Lille et dans le Nord, Roubaix, peut-être que vous savez, mais dans les années fin du 18e, 19e siècle, début du 20e, il y avait toutes les industries textiles et d'autres. Et donc, il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui, en 1906, ont décidé de fonder une école qui sert à éduquer et à donner l'enseignement commercial à leurs enfants pour reprendre leur business. C'est comme ça que l'EDEC est né. Donc, certainement, vous connaissez la famille Bonduel. Christophe Bonduel est un de nos anciens élèves. Et en effet, Jean-Jacques Goldman aussi est un ancien élève. Ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu as mentionné, c'est vrai que cet esprit entrepreneurial, peut-être, certainement, il ne s'est pas arrêté parce que pour les écoles d'ingénieurs, c'est très courant de développer des innovations et ils déposent des brevets et ils peuvent les vendre. Donc, les écoles d'ingénieurs ont souvent de l'argent qui rentre par ce dépôt de brevet. À ma connaissance, l'EDEC est la seule école de commerce qui a réussi à vendre 2 fois un produit. Et la première fois, c'était il y a 5 ans. On a vendu... On a une start-up à l'intérieur de l'EDEC qui fait partie, c'est nos chercheurs en finance qui travaillent, les profs, mais ça s'appelle une spin-off, c'est à l'intérieur, c'est une petite entreprise et ça s'appelait Scientific Beta. Et ils ont développé des indices financiers pour gérer les placements d'argent. Et avant qu'on le vende, déjà on avait des ressources de ça parce que la moitié des retraites, des pensions de retraite au Japon sont gérés par ces indices-là de l'EDEC. Et il y a 5 ans, on a décidé de vendre l'entreprise sur la bourse de Singapour pour 220 millions de dollars. Et cet argent, encore une fois, a été investi dans un fonds de l'EDEC géré par les profs, le board et les étudiants qui siègent pour décider comment il va être attribué. Et là, on a refait la même chose, on a revendu une autre spin-off qu'on avait créée. Donc, en effet, c'est bien de travailler dans cet environnement. Oui, mais c'est ça, c'est la particularité de cette école, clairement. Oui. Donc, ça c'était imprévu comme introduction. Vous m'avez demandé de vous parler de compétences et jeux vidéo et je ne savais pas comment finir ma phrase parce que je ne savais pas si c'était une question, est-ce que c'est « Ah, super !» une exclamation ou est-ce qu'on ne sait pas où on en est. J'ai l'impression qu'ici, on est dans une audience plutôt conquise et des gens qui sont favorables aux jeux vidéo. C'est pas tout le temps le cas et quand je fais des présentations, parfois c'est houleux. Mais peut-être qu'il y a des gens... Moi, je suis très, très pour les jeux vidéo et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, personnellement, voilà, c'est moi. Je suis bulgare. Je suis née en Bulgarie communiste dans les années 70 et donc j'ai été élevée et j'ai grandi dans un monde qui n'existe plus, si, à Cuba, où il n'y a pas de profit, où il n'y a pas de marque, surtout. On avait... je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer comment vivre dans un monde sans marque. Et quand je suis arrivée en France à 20 ans pour faire mes études, et puis après 89 en Bulgarie, j'avais 18 ans, ça a basculé. Je suis devenue prof de marketing, ce qui était complètement l'opposé. Parce que maintenant, mon travail, c'est de travailler sur les marques, les comportements de consommation par rapport à ces marques, etc. Et finalement, je le considère comme une chance parce que j'ai vécu pendant 18 ans dans un monde sans marque. Et après, j'ai étudié le monde avec marque, donc c'est plutôt un avantage. Pourquoi les jeux vidéo? Parce que lui, c'est mon fils.
Mais pas seulement. Avant lui, j'ai une fille, mais lui, il est très, il est sur un seul jeu. C'est vraiment, on va dire, un hardcore gamer. Il a 19 ans. Il s'appelle Martin d'Outre-mer, mais voilà, c'est Sapogno, son nickname sur LOL. Et donc là, ce matin, j'ai fait une capture d'écran parce qu'il joue la nuit et ce matin, je l'ai pas vu et je savais pas ce qu'il avait perdu, gagné. Donc hier soir, il a pas mal perdu, mais bon, il est master et il vise le j'aime. Et avant lui, j'ai une fille qui a 26 ans et qui est très joueuse aussi, mais qui joue à plein de jeux. Donc, elle a commencé à jouer tout le temps. Elle avait toutes les consoles, mais elle a un besoin de recherche de variété qui fait qu'elle ne se stabilise pas sur un jeu. Elle commence plein de jeux. Et du coup, comme je suis très proche de mes 2 enfants, depuis toujours, j'ai joué au Pokémon pour avoir l'œuf de Manafi. On a fait Pokémon Go, tous les quartiers de l'île pour attraper tous les Pokémon après, etc. Donc, mais Martin, il est très fort sur les jeux de ce type et en même temps, c'est lui qui m'a donc introduit dans cet univers de performance, d'excellence et j'ai commencé en l'observant. J'ai souvent pensé, depuis qu'il est au collège, effectivement, quelles compétences il développe. Et je voyais qu'il développait des compétences parce que LOL, c'est un super jeu. C'est un jeu où chacun a son rôle, c'est exactement comme en entreprise. C'est un jeu où on doit faire attention à plein de choses, à l'équipe, et on doit faire attention à la performance, aux ressources aussi. Et donc, il y a plein de parallèles avec l'entreprise. Donc, c'était une des raisons pour lesquelles je m'intéressais au sujet des jeux et j'ai commencé à faire des articles de recherche. Mais pas seulement, j'avoue que je suis joueuse aussi. Ça, c'est mon jeu préféré. Et en préparant cette conférence, avant je jouais à Clash of Clans et depuis que Clash Royale est sorti, je joue depuis le début à Clash Royale et je continue. Et en préparant cette conférence, je me suis dit, c'est sur les compétences. Je vais demander à ChatGPT, je vais rentrer une photo de mon deck et je vais demander à ChatGPT de me décrire le deck et éventuellement quelles sont les compétences probables de cette personne qui joue ce deck. Alors pour ceux qui jouent à Clash Royale, bien sûr, vous voyez que c'est pas du tout un deck académique. Je vous l'accorde, c'est pas le 2.6 cochon, mais et d'ailleurs ChatGPT m'a dit que c'était un deck très émotionnel. Et moi, ce que j'aime dans ce deck, c'est le ballon. C'est vraiment la flamboyance du ballon quand je le joue, c'est vraiment, on le voit. Et après, rage et gel. Et donc, vous voyez ce qu'il dit, c'est recherche le timing parfait. Donc, c'est quelqu'un qui est patient, qui observe, et dès que le joueur en face fait une erreur, il le punit. Parce qu'il envoie le ballon, la rage et le gel. Et c'est exactement ça, c'est comme ça que je gagne. Et je pense que quand j'ai dit à ChatGPT, il m'a dit, oui, c'est pas sur un deck de jeu, je peux pas vraiment parler de compétences. Mais quand je lis ce qui m'a sorti dans le top 5, je me reconnais assez bien dans les compétences qu'il a listées. Donc, par rapport au jeu, et comme je vous ai dit au départ, souvent le jeu il souffre d'une manque de légitimité. Et donc, le jeu jouer aux jeux vidéo, c'est une question qui peut diviser facilement. Il va y avoir des gens qui vont dire c'est une perte de temps, c'est de l'addiction, on n'est pas avec les autres, c'est une expérience antisociale, et même c'est une maladie, c'est un trouble du comportement. Je suis allée dans le lycée de Martin, de mon fils, quand il était au lycée, pour évangéliser les bénéfices du jeu auprès des parents. Et donc, au départ, avant de commencer mes explications plus positives de l'impact du jeu, et tous, à peu près, ceux qui ont osé le dire, ils me disaient que c'était ça. Un gamer, il pue, il se lave pas. Vous connaissez les stéréotypes, ce qui sont absolument faux. Donc, mais c'est des stéréotypes négatifs.
Donc l'article dont parlait, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc l'article dont parlait Catherine, c'est celui-là dans The Conversation. Donc je vous invite, c'est un média qui est libre d'accès. Il n'y a pas besoin de s'abonner, même pas de créer de compte. Vous pouvez, c'est libre d'accès, vous pouvez y aller. Et il y a ils sont très actifs. Et c'est exactement le positionnement de ce média, c'est de vulgariser en format très court, mais non moins intéressant, des recherches académiques qui sont la plupart du temps publiées dans des revues scientifiques qui sont beaucoup plus longues, avec des méthodologies plus indigestes, alors que ça, c'est très simple, on va droit au but, c'est court. Et donc, j'ai coécrit cet article avec une collègue de l'EDEC qui on a plusieurs chaires de recherche, et elle travaille dans une chaire de recherche qui s'appelle New Gen Talent. Je vais revenir après, ça concerne plus la collecte des données et la méthodologie qu'on a mis en place. Mais donc, l'objectif de cet article, c'était exactement de défaire les stéréotypes négatifs autour des joueurs et des jeux vidéo. Donc, comme je vous ai dit, la méthodologie, c'était en 2019 qu'on a collecté les données et on a publié l'article en 2020. Donc, comme le disait Catherine, il est un peu ancien. Je vais revenir sur des recherches plus récentes que j'ai faites. Donc, on a utilisé une méthodologie qui est très basique. C'est un questionnaire de 2500 jeunes. Ça peut vous paraître impressionnant, mais en fait, chaque année, on saisit une opportunité qui est, à ce moment-là, on a les concours d'entrée à l'EDEC et ça, c'est les candidats admissibles qui viennent passer les concours. Donc, comme il y a un moment dans la journée où on doit les occuper, eh bien, chaque année, on fait un questionnaire par New Gen Talent qui, de façon longitudinale, chaque année, le questionnaire change, mais c'est toujours 2500 jeunes qui ont exactement le même âge chaque année, et ça nous permet de suivre les tendances qui animent les jeunes chaque année. Oui. Du coup, c'est vraiment l'échantillon des gens qui passent les concours à l'EDEC. Oui, mais il est très diversifié. Je vois votre question. Si, parce qu'on a deux types de concours. On a les concours prépa et on a le concours admission sur titre. Oui, mais du coup, c'est que des gens qui vont en école de commerce. Oui, pardon. Oui. Si on... Après, pour débouter les stéréotypes, ça pose pas de problème, je pense. Oui. Mais vous avez raison, je ne suis plus du tout adepte à ce type de méthodologie parce qu'elle a un biais important qui est le biais de déclaration. C'est pas que les répondants veulent nous mentir, mais ils répondent, vous avez tous répondu à des questionnaires, vous savez que parfois il y a un effet fatigue aussi, et donc on répond un peu parfois. Donc après, je vais vous montrer, on a d'autres, maintenant j'utilise d'autres méthodologies qui évitent ce biais de déclaration. Mais en 2019, c'était la méthodologie qu'on a utilisée. Vous avez aussi les principales thématiques du questionnaire. Et donc, voici quelques résultats principaux. D'abord, il y a une différence de genre. Je vais revenir sur l'idée de différence de genre. Les répondants garçons ont ils ont déclaré qu'ils jouaient à une plus grande variété de jeux. Donc là, vous avez les chiffres, c'est 144 cités par les garçons de jeux contre 99 pour les filles. Les jeux de sport, par exemple FIFA, League of Legends ou les RPG comme Assassin's Creed, sont plutôt plébiscités par les garçons. Et les jeux de simulation comme les Sims ou Mario Kart, qui sont plus perçus comme des jeux de convivialité, ont été plus cités par les filles. Les garçons les ont cités aussi, mais en priorité par les filles. Et donc, tout à l'heure, quand on a fait notre atelier, c'est vrai que quelqu'un a parlé de... Qui a parlé? Il n'est pas là. Ah si, c'est vous qui avez parlé. Non, c'est vous qui avez parlé de l'expertise. Vous avez dit, ça dépend si on joue souvent ou pas. Oui, peut-être. Oui, ça m'a fait écho par rapport à ça, parce qu'à chaque fois, il faut contrôler en effet l'expertise. Vous êtes très experte, il peut y avoir des gens occasionnels, c'est ce que vous avez déclaré en tout cas. Mais il faut contrôler l'expertise de votre répondant pour savoir, après, nuancer les résultats
en fonction de l'expertise. Et l'expertise se mesure, on l'a mesurée ici par la fréquence de jeu. Et on a cherché s'il y avait une relation statistique significative entre l'expertise des joueurs, donc qui jouent occasionnellement, réguliers ou experts, et le développement des compétences. Et il n'y en a pas. Et ça, c'est un résultat important parce que ça veut dire que même si on joue peu, ça développe des compétences. Il ne faut pas être un hardcore gamer, régulier ou expert, pour développer des compétences bénéfiques pour la vie en dehors du jeu. Et donc, on a fait ici aussi un autre résultat qui était sur la personnalité. Donc ici, vous avez le top 10 des compétences développées par la pratique des jeux. Encore une fois, le biais de la déclaration. C'est les compétences déclarées. C'est un petit peu comme ce que vous nous avez demandé tout à l'heure. On l'a demandé de la même chose avec une autre méthodologie. Mais voici le top 10 de ce qui a été cité. Oui. Donc, ce n'était pas un QCM, c'était une question ouverte. Oui, oui, c'était une question ouverte. Je ne sais pas si ça vous surprend. Non, c'était juste pour savoir. Oui. Et à la suite de ces quelques résultats, une question se pose. Est-ce que le jeu est légitime? Le jeu vidéo, je parle. Et est-ce qu'il est perçu comme légitime plutôt? Et quand on a démarré cette conversation, je vous ai dit, dans la plupart des cas, le grand public a tendance à être très négatif à l'égard des joueurs et du jeu vidéo. J'ai cité que c'était perte de temps, asocial, etc. Donc ici, je voudrais revenir sur... Oui, pardon. Allez-y. J'avais une question. Merci déjà d'avoir défini ce qu'est légitimation, parce que j'ai l'impression que c'est un terme qui devient un peu mavaliste. Mais quand on parlait d'être accepté par la société, est-ce que, sous quel gré de lecture, est-ce que d'un point de vue économique, on peut dire que le jeu vidéo est non seulement accepté, mais même, oui. Je crois actuellement, des secteurs culturels qui rapportent plus d'argent. D'un point de vue social, c'est aussi un marqueur. Moi, je fais partie de cette génération où on était les derniers geeks à être mal vus de jouer à des jeux vidéo. Maintenant, j'ai l'impression que c'est quasiment l'effet inverse, où ne pas jouer est plus synonyme d'exclusion. Donc, accepté par la société, mais du coup, est-ce qu'on parle des institutions, dans le sens où accepté par qui? Voilà. Oui, je vais répondre. Et tout à fait, vous avez raison aussi sur la part importante du jeu dans la partie financière dans le monde économique et du marché. Donc là, je cite ces deux auteurs qui ont travaillé sur le concept de légitimation. Et je les cite parce que ce qui est important, c'est qu'ils situent le concept de légitimité. N'oubliez pas que je viens du marketing et là, je parle de comportement. Donc ici, je parle de la pratique de jeu. Et donc là, ils ont pas travaillé dans leur étude, ils n'ont pas travaillé sur le jeu, ils ont travaillé sur les casinos. Et vous allez voir le lien. Mais l'idée, c'était à partir de comment une pratique devient légitimée perçue comme légitime par la société. Donc, il y a deux niveaux. Ils disent qu'il y a deux niveaux. Il y a le côté cognitif qui est un niveau individuel. C'est-à-dire que c'est quand quelque chose paraît normal à nous. C'est-à-dire que, et si je reprends leur exemple, c'est des Américains. Et donc, les casinos d'aller au casino, cette pratique-là était très mal vue aux États-Unis. Jusqu'à ce que le marketing, justement, transforme le discours autour de cette pratique, non plus comme vous jouez au hasard, vous dépensez de l'argent, etc., mais vous vous divertissez. À partir du moment où on est rentré dans le discours par la clé de entertainment et divertissement, la perception de cette pratique a changé positivement. Et là, quand elle change positivement au niveau du large public, c'est la légitimité normative qu'ils définissent comme ça. Et ils disent c'est quand cette pratique est perçue comme quelque chose de bien, juste ou moralement acceptable. D'accord ?
Et moi, j'aime beaucoup cet article parce qu'on peut très facilement faire le lien avec les jeux vidéo. Et exactement ce que vous avez dit, c'est vous avez raison. Peut-être qu'on est en train de basculer vers une légitimité normative. Peut-être. Donc, c'est pour ça que... et donc, là, je vous cite quelques auteurs, on va dire, adjacents. Ils n'ont toujours pas travaillé sur les jeux vidéo, mais ils ont travaillé sur... donc, les casinos, les jeux d'argent, le Botox aussi. Donc, Marcus Gisler, de 2012, il a travaillé sur le Botox et comment tout ce qui est esthétique et tout ce qu'on fait à son corps. Donc, 2012, c'était il y a longtemps. Hein. Encore une fois, à cette époque-là, c'était très mal vu. Peut-être qu'actuellement, on accepte de plus en plus quelqu'un qui a recours à des injections de Botox ou autre chose esthétique. On est beaucoup plus tolérant. Donc ici, ce qui était important, c'est de dire comment le public se situe par rapport à une nouvelle pratique, même si le jeu vidéo n'est plus une nouvelle pratique, mais on a des catégories dans notre cerveau et on les catégorise pour faciliter le fonctionnement de notre cerveau. On dit, bah, là, c'est ce qui est bien et là, c'est ce qui est mal. Et quand on rencontre un nouveau stimuli, par facilité, on dit, bah, est-ce que c'est bien, donc je le range dans cette catégorie, ou est-ce que c'est mal et je le range là. Et c'est comme ça que notre cerveau fonctionne, n'est-ce pas? Plus ou moins. Et donc, quand on rencontre, et je pense que c'est ce qui s'est passé pour le jeu vidéo, quand on voyait cette pratique, on disait, ah non, c'est mal pour les raisons qu'on a citées, et peut-être qu'on est en train de basculer, à glisser vers une acceptation plus normative au niveau de la société. Et je vais revenir sur votre point au niveau de combien ça rapporte. Donc, il y a aussi un autre, je pense que je ne l'ai pas abordé ici, mais ça me fait penser que quand je vous ai dit qu'il y a tous les candidats qui sont à l'EDEC en ce moment, et j'ai entendu la semaine dernière un juré qui a dit ah oui, quand on voit qu'un candidat ou une candidate, ils ont fait 15 ans de musique, du piano, on sait qu'ils vont être bien. Et j'aimerais bien un jour entendre, il a joué 15 ans à LOL, et bien forcément il est bien. C'est le cas. Non, on l'entend pas. Non, il ne m'a pas dit ça. Moi, j'ai eu 20 sur 20 à l'oral à cause de ça. Donc, c'est le cas. Il faut juste savoir le mettre. Mais je ne suis pas contre vous. Et je suis d'accord avec vous. Mon fils, il est vrai joueur pro de LOL. Et il a plein de compétences. Seulement, le public général ne l'accepte pas aussi bien que le piano. En fait, c'est un Ça dépend comment on le met en avant. Mais si la personne qui a joué 15 ans aux jeux vidéo le met en avant de la même façon que quelqu'un qui joue au piano depuis 15 ans, complètement d'accord. Ça sera compris Oui, de la même manière. complètement d'accord. Seulement, mais en disant j'ai joué pendant 15 ans et j'ai rien fait et j'ai rien appris, bah, c'est sûr que c'est pas tout à fait d'accord. J'avais gardé ça pour la fin, mais vous avez déjà fait la conclusion de ma présentation. En effet, ça dépend. Non, mais ça dépend. Oui. Alors, deux questions qui me viennent. Premièrement, encore une fois, c'est par rapport à quel cadre, c'est par rapport à quel contexte. Parce que si je reprends l'exemple de vos deux enfants, il y a en fait presque deux pôles, voire deux négatifs qui s'opposent, entre d'un côté une vision extrêmement performative. Je vais rester sur la métaphore de la musique, mais entre dire j'ai créé, j'ai composé de la musique et j'ai joué de plein d'instruments, et d'un autre côté je suis capable de jouer des partitions extrêmement compliquées à la croche presse, c'est pas non plus la même image qu'on voit. Et la question encore une fois, c'est qu'est-ce qui est valorisé. Et sans revenir à des théories d'avant, dans un cadre pour le coup où la compétitivité est mise en avant via la loi du marché, très clairement une approche plus prédatrice et plus performative, voire même plus exclusive, on ne va pas dire terroriste en fait, est aussi valorisée différemment. Et sans verser dans un cynisme de bas étage, très clairement, être pro-player reste toujours plus valorisé que de dire qu'on a joué à plein de jeux et beaucoup de jeux indépendants. Donc encore une fois, ça reste toujours un contexte qui crée aussi les échelles de valeur sont aussi dépendantes du contexte et plus particulièrement du contexte économique. Et la deuxième, c'est la notion aussi de la performativité. Si on en revient à Judith Butler, finalement, ce que les jeux disent de nous et l'image qu'ils renvoient nous-mêmes renforce aussi cette vision qu'on a, cette performance qu'on a. Et il y a un des gros biais
de construction dans les jeux compétitifs, c'est très précisément le fait de les rangs, le master, les scores en permanence. Là où finalement un jeu plus narratif ne fera jamais vraiment appel à ça. Et joue aussi sur la performativité et la perception qu'on va avoir de nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire oui, c'est bien. Voilà. Je vais, comme il y a d'autres, je vais répondre. Boire de café. Non, mais non, moi aussi j'ai bu un café ce matin. Et je me disais la même chose. En fait, moi je viens de faire passer les oraux pour le M, pour le concours d'entrée, ce que je disais à Marc, et c'est pour faire un milieu avec tout ça. Parce que ce que vous dites est tout à fait juste. Mais moi, n'ayant pas une culture vidéoludique assez grande, je ne pourrais pas le percevoir. Et alors que les 15 ans de piano, j'ai des présupposés et des préjugés que je colle à la personne. Tu vois ? Et pour l'instant, je n'ai pas de préjugés et préconçus par rapport aux 15 ans de jeu, parce que dans la culture commune, ce n'est pas assez ancré. Tu vois ? Ce n'est pas ancré dû à cette différence de génération et tout ça. Et deuxième point, j'ai eu aucun CV où il y avait écrit « je joue aux jeux vidéo ». Même dans la Ils n'osent TT, pas on dit l'écrire. pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une autocensure encore prégnante dans la société, d'autocensure, au-delà de ce que ça pourrait apporter. Ce que Marc dit, il a raison. Une fois que tu passes ce cap-là, que tu sais en parler, devant, tu as des personnes qui sont tout à fait aptes pour les écouter. Mais en fait, c'est passer cette autocensure qui est importante. C'est précisément ça qui m'a fait réagir, à savoir que la question de la performativité, c'est-à-dire que certains jeux vont plus nous amener et nous mettre des conditions qui vont nous donner envie de nous mettre en valeur ou nous mettre en avant aussi. Et c'est-à-dire que je pense très sincèrement que quelqu'un qui a une expérience très vaste de jeux vidéo mais qui fait très peu de jeux compétitifs, pour rester juste sur cet exemple-là, sera aussi sans doute moins à même de chercher à se mettre en avant et à vouloir valoriser aussi ses compétences sur ce point. C'est ça qui est une question. Je peux demander ta définition de la performativité, parce que je ne suis pas sûre de l'avoir. Donc, on fait un truc Oui, c'est bien. interactif, hein. C'est bien. désolé. Non, non, allez-y. Maudit sois-tu, caféine. Je sens que je vais me faire arracher la tête par la moitié des universitaires de... Non, c'est la Non, tienne, non. Ne t'inquiète pas. Pas de Je sais pas stress. exactement. Il n'y a pas de Non, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça. Mais en gros, à savoir que... Comment dire ? Je m'excuse auprès de toutes les personnes qui ont grogné tout Judith Butler, mais en gros, on existe à moitié par rapport à soi. Et l'autre moitié, c'est le regard qu'on porte sur nous. L'exemple qu'elle donne, c'est que tu ne te considères pas marié et femme, donc le prêtre n'a pas dit « je vous déclare marié et femme ». Et l'autre exemple à dire, c'est qu'un enfant n'est jamais nul, et si un prof lui répète qu'il est nul, quelque part, il va chercher à y correspondre. Tu es face à un jeu où tu, à tout hasard, incarnes un fils qui est en plein deuil et qui doit faire un long chemin, à aucun moment le jeu va te dire « franchement, c'est super, t'es quelqu'un de bien ». Par contre, tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu es face à des jeux qui, dans leurs algorithmes, sont pensés pour te relancer dans une partie, ils ont besoin à la fois de te frustrer, mais à la fois de te valoriser aussi. Et donc, à te faire répéter en boucle, je pense. J'ai un ancien passif en tant que joueur de For Honor, et tu restes du coup toujours sur cet entre-deux, à te faire entendre répéter que tu as réussi et que tu pourrais faire mieux. Et donc, c'est là où la performativité joue, et tu seras plus à même de te valoriser et de défendre si tu te fais faire entendre répéter en boucle. Et c'est ça qui fait que tu peux avoir une expérience similaire dans le jeu vidéo, mais sur les jeux que tu seras moins à même de te transformer ou justement d'être prêt à l'affronter, à le valoriser. Voilà. Alors moi, c'était peut-être juste pour ressortir sur la globalité. La question est hyper intéressante par rapport à la légitimité, enfin, tout ça du jeu vidéo, mais en fait, elle se pose peut-être même, et ça va peut-être alimenter le débat aussi, mais sur le jeu en général, parce que là, vous parlez par exemple des casinos, mais en fait, on verra rarement quelqu'un mettre sur son CV qui fait du Warhammer. Je prends volontairement un autre exemple, hein, mais par contre, c'est vrai que quand on parle de musique, certains vont faire 15 ans de piano, mais ils ne vont pas le mettre parce qu'ils font 15 ans de piano en loisir. Et très souvent, quand ça apparaît sur un CV où c'est entre guillemets devenu légitime, c'est parce qu'en fait, on le sort de la case, il y a mon c'est dans la case loisir, et il y a mon c'est dans la case parcours professionnel. Quelqu'un qui a fait le conservatoire, en fait, aura suivi un cursus où il va le mettre sur son CV comme étant un parcours, là où pour d'autres, ça va être juste une pratique de loisir qu'ils n'imaginent même pas pouvoir être une compétence psychosociale, une compétence dont on va dégager d'autres choses. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est la valorisation du bénévolat qui devient des compétences professionnelles qu'on met. Donc là, effectivement, on pose la question du point de vue du jeu vidéo.
mais je pense qu'il y a aussi toute une transformation de ce qu'on nous autorise à mettre et de ce que, ce que Exactement. tu disais tout à l'heure, Oui, oui. ce qu'on est prêt à transformer en disant, en fait, pour moi, ça, aujourd'hui, c'est une compétence. Mais voilà, c'était juste, je pense, Oui. hyper intéressant de le poser, parce que souvent, on parle de la musique, mais je pense qu'il y a plein de gens qui font de la musique pendant 15 ans en amateur chez eux, et qui ne le voient pas comme un parcours. Mais vous voyez, ils sont pas bons. Non, Ça peut. on s'en fout en gros. Parce que s'ils ont fait 15 ans de musique, ça montre que 15, même si c'est du loisir, ça veut dire qu'ils ont poursuivi, ils ont fait, c'est une certaine discipline et motivation. Et, enfin, moi, je le Ça vois suffit. Avec les enfants au conservatoire, il y en a qui vont suivre un cursus que je vois avec mon fils. Et quand il a dû faire un CV là pour son stage, il m'a dit mais j'ai rien à mettre sur mon CV. Je l'arrête, je fais alors je vais me poser et puis on va regarder. Il a un classeur artistique de dingue. J'ai dit tu te rends pas compte que tout ce que tu as fait depuis le début comme étant des petits stages, c'est des compétences énormes. Mais je pense que ça joue sur toute la partie jeu. Enfin, voilà, pour moi il y a aussi la conception du jeu. Mais moi, je ne suis pas française et je me permets de dire que les Français sont très exigeants envers leurs enfants et ils visent que l'excellence. Alors que moi, encore une fois, c'est le côté bulgare peut-être, mais quand les enfants ramènent leur bulletin avec les on regarde pas là où ils ont eu des bonnes appréciations, on regarde ben là tu devrais t'améliorer. Et c'est pas très positif parce que il faut se concentrer sur nos forces et pas sur nos faiblesses. Parce que si on essaie d'améliorer nos faiblesses, au mieux on sera médiocre. Alors que si on se concentre sur nos forces, on peut être excellent. Oui, Non. par contre, dans ce qui a été dit, effectivement, il y a aussi un biais. C'est-à-dire, on dit je viens du conservatoire. Je dis pas j'ai fait l'école de musique. Parce que c'est vrai qu'en France, c'est très marqué. Le conservatoire est élitiste, hein, c'est tout. Exactement. Voilà. Mais comme le système des prépas. C'est-à-dire que ça correspond à une culture bourgeoise, donc c'est un Exactement. marqueur social. Tout à fait. Parfait. Vous vous appelez comment? Et donc, Nicolas. Nicolas. Et C'est parfait. Je vais faire une transition. Ah, c'est Mais ça. il y a Vous voyez pas pourquoi, mais vous allez voir. C'est pour ça que je dis, c'est pas que la musique, c'était pas l'idée de la musique, c'est le conservatoire qui est surtout marqué. L'expertise. Oui. Il y a aussi un problème qui est propre au domaine du gaming et à l'e-sport, qui est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le grassroots e-sport, il n'existe pas. Il n'y a rien au niveau local, au niveau régional, au niveau d'une ville, en termes Tout est concentré à d'association. Paris Même pour à 50%. Paris. Oui. Il n'y a pas de club d'e-sport ou de gaming. On pratique chez soi. Mm. Quand on fait du judo, on va dire ah bah oui, sur mon CV, je fais du judo. Oui, parce que je vais au club. Moi, j'en ai eu des CV, alors c'est peut-être que je suis dans l'informatique, Ouais. mais moi, j'en ai eu des CV. Mais bien sûr. Ah oui, Mais évidemment. il y en a plein en informatique. Moi aussi, je le fais. Moi aussi, je le fais, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend du il n'y a contexte. pas de club de gaming, il n'y a pas de club d'e-sport, à moins d'être Mm. un joueur pro. Non, c'est vrai. Et aujourd'hui, ça, c'est un problème du domaine au sens large. Mm. Et les éditeurs doivent faire cet effort-là. Et c'est Oui. à eux de le faire aussi. Par contre, un élément dans la présentation qui, moi, me déplaît, parce que c'est un sujet que je devais traiter à chaque fois, dans chaque interview, c'est de mêler gaming et gambling. Deux choses différentes. Ah non, mais je les mêle pas. Bah si, parce qu'on fait deux parallèles en disant le gaming, c'est du casino, ça se met avec le casino. Et je sais que dans le monde anglophone... J'ai c'est pas vrai. dit ça. J'ai dit que c'était moralement inacceptable. Oui, mais on les compare quand même. Oui, c'est Et vrai. C'est deux sujets qui sont totalement distincts. Dans le monde anglophone, on les compare très souvent parce que gaming aux États-Unis, on considère le gaming comme les jeux de casino. En Europe, gaming, c'est différent du gambling. Ouais, mais il y a toujours cette notion d'incertitude qu'on va retrouver et dans le gambling et dans Non. le jeu. Non. La situation d'incertitude Non. qui fait que quand tu te lances dans une partie, tu n'es pas sûr de gagner. Et Quand qu'en tu fait, vas au casino, tu mets de l'argent. Quand tu fais du jeu vidéo, ah oui, mais on quand parle tu pas fais d'argent. bah, si, le gambling, c'est ça, c'est la notion négative du casino, c'est je mets de l'argent. En fait, ce qui te fait kiffer, c'est pas l'argent, c'est la potentielle possibilité de gagner. C'est ça en fait que Fenouil explique dans les systèmes de motivation en fait liés au gambling C'est et au jeu. Mais là, Mais en fait, c'est l'incertitude en fait. Oui, C'est mais que c'est peut-être de tu hasard. gagnes, peut-être tu perds. C'est une notion de hasard dans le casino. Dans les jeux vidéo, c'est comme dans un film, c'est pas une notion de hasard. Ah non, non, mais c'est toi qui gères. Ah oui, oui, il faut le faire. Non, je voulais juste... on peut continuer peut-être après. Oui. Moi, j'avais dit oui pour les questions, mais il faut quand même qu'on continue. Ouais, toi, t'aurais dû réfléchir. Parce qu'il y en a. Non, je voulais juste faire le point avec ce que Nicolas a dit et peut-être que ça va rejoindre un petit peu la discussion ici. En fait, c'est exactement une valorisation bourgeoise. Ça vient de Bourdieu, etc. Et il y a une hiérarchisation des loisirs.
Et actuellement, je travaille sur un autre sujet qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo, mais le problème est le même, c'est l'art. Parce que l'art, il est moralement très acceptable. C'est une activité noble. Et est-ce que vous savez que l'art, c'est le 3e moyen dans le monde pour blanchir de l'argent? Non, dans le monde. Dans le monde en général. Donc, je fais aussi une recherche, et là, on a une publication qui va sortir dans un numéro spécial sur pourquoi justement des activités, des pratiques qui sont considérées comme bourgeoises et haut dans la hiérarchie sociale ne vont jamais être compromises moralement. Alors qu'on sait, il y a des documents, qu'il y a des paradis fiscaux qui utilisent l'art pour blanchir de l'argent, mais jamais on dira aller au musée, c'est moralement inacceptable. J'ai une question, du coup, on parle de légitimation. Est-ce que c'est possible que ça se fasse dans le sens inverse, c'est-à-dire quelque chose qui était considéré comme normal devient tabou, mal accepté? C'est l'exemple que je donnais avec l'art. Okay, si c'est en haut dans la hiérarchie sociale, je dirais que non. C'est l'un des résultats de notre article sur art et crime. Mais j'ai l'impression que c'est aussi lié, parce que la légitimité cognitive, ça c'est surtout influencé, je pense, par la pratique. Oui. Quand ça existe, ça devient légitime. Par contre, la légitimité normative, elle est très dépendante des médias, des institutions. Tout à fait, exactement. Et effectivement, au niveau du jeu vidéo, bon, on n'y est pas encore, quoi. Oui, mais je vais avancer, peut-être qu'on va... Oui. C'est sympa pour la vidéo. Donc là, voilà, il y avait une question sur les chiffres. Donc déjà, je voulais insister sur le fait que le jeu vidéo est une activité culturelle. Ça a été défini comme le 10e art depuis 2006. 20 ans. C'est quand même très bien. Moi, quand je vais à des conférences scientifiques, je fais chaque année une conférence scientifique sur le management des arts et de la culture. Et dans les 10 dernières années, avant, il n'y avait pas des sessions sur les jeux vidéo. Depuis les 10 dernières années, il y a toujours une session sur les jeux vidéo. Donc, ça montre que c'est reconnu et que c'est une activité culturelle. Bien sûr, d'un point de vue de la hiérarchie sociale, ce n'est pas comme la musique au niveau légitimité normative ou comme l'art. Et comme on l'a dit, c'est un produit culturel qui dépasse par son audience, pris ensemble, le cinéma, la télé, la musique. C'est énorme. Ça dépasse le luxe, mais de 10 fois, par exemple, parce que souvent, on compare j'aime bien comparer avec des chiffres qui sont plus évidents, mais le cinéma, télé, musique, c'est énorme. Le jeu vidéo dépasse tout ça. Et la moitié de la population mondiale joue. Donc là-dedans, il n'y a pas que les hardcore players, même occasionnels, mais néanmoins, quelqu'un qui joue à Candy Crush, c'est un joueur. Donc il y a la moitié de la population mondiale qui joue aux jeux vidéo. Et je suis d'accord, là, je pense qu'il y avait aussi la question du genre du jeu, parce qu'il y a tellement de types différents de jeux que c'est quand même un peu des grandes masses que je donne ça. Et comme je l'ai dit, est-ce que c'est un loisir noble? Pour l'instant, je pense que dans les hiérarchies sociales, il ne se situe pas au même niveau que la musique. Et c'est perçu comme une activité masculine. Alors que si on regarde les chiffres, exactement. Et là, j'ai les chiffres toutes récentes par rapport aux femmes dans le jeu vidéo. Ça, c'est le rapport celle de 2025 qui est sorti il y a quelques semaines. Et il remarque qu'il y a une féminisation de l'univers du jeu vidéo. Il y a de plus en plus de joueuses. En 2000, il n'y avait que 10% de joueuses, alors que là, on est à 50%. Et dans la tranche d'âge des jeunes, les Gen Z, les femmes sont majoritaires. Donc, c'est bien. En fait, je pense qu'il y a un frein, parce que combien même, si dans cette enquête, si tu démontres les 55%, je trouve qu'il y a ce stéréotype de jouer, être un gamer, c'est être performant, ça rejoint ce que tu disais avant. Et combien même tu montres qu'elles jouent tout autant, elles vont avoir une approche du jeu qui est beaucoup plus comme un divertissement, notamment à cause des stéréotypes où elles ne peuvent pas se mettre dans une position de compétition, etc.
Parce que tu dis ça à Kayane, Ça, c'est un elle gros s'éclate. stéréotype. Oui, attention, il faut, parce que là, on est sur un truc qui s'appelle le jeu vidéo. Mais il faut différencier le gaming de l'e-sport. Il y a Ah, deux. mais justement, dans la croyance commune, je pense Parce que là, il y a Kayane qui a été différence-là. citée aussi, mais Kayane, elle se définit pas comme une joueuse, gameuse. Elle se définit comme une e-sportive. Ouais. Et donc, il faut quand même aussi bien différencier la pratique gaming de l'e-sport, qui est encore aujourd'hui plus masculine que féminine, ça c'est clair, et qui normalement ne devrait pas l'être, parce qu'en termes de physique, il n'y a aucune différence, en termes de mental, il n'y a aucune Bah, différence. si c'était le cas, il ne devrait pas y en avoir. Non, mais par rapport au sport, où il y a toujours ces arguments qui sont mis en avant, dans l'e-sport, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, l'e-sport reste encore masculin, plus que le gaming au sens large. Parfum culturel. Et justement, j'ai l'impression que c'est parce que dans l'e-sport, on retrouve majoritairement des hommes, quand bien même tu aurais plus de femmes, bah, en fait, vu qu'elles ne sont pas performantes, elles ne sont pas associées à ce média-là, cette culture-là. Vous voulez dire? En fait, c'est une question que justement je voulais éventuellement poser. Le fait que les femmes rentrent de plus en plus dans les jeux vidéo, est-ce que c'est via de nouveaux types de jeux vidéo, puisque pendant très longtemps, justement, le média, c'était un truc de garçons, et il y avait éventuellement des jeux pour filles. Est-ce qu'il y a d'autres types de jeux vidéo qui donnent plus d'attrait aux filles pour rentrer là-dedans, ou est-ce qu'elles y arrivent via les jeux pour garçons? Est-ce que ça, on a des infos là-dessus? Oui, j'ai quelques infos, mais j'ai pas fait d'études, donc ça sera pas super scientifique. Mais d'abord, pour revenir sur ce qui a été dit, je pense que les garçons et les filles ne naissent pas, les filles ne sont pas gentilles, douces, et les garçons ne... Je pense que justement, c'est une construction sociale. Et quand on dit que les garçons sont plus performants ou qui recherchent la performance, je pense que c'est pas complètement vrai, parce qu'il y a plusieurs styles de joueurs, de types de façons de jouer. Et moi, quand je joue, ben, je veux gagner. Hein. Et il y a comment il s'appelle, le Suisse de Coubertin qui disait que l'essentiel est de participer. Ben non, pour moi, c'est de gagner. Hein. Enfin, je sais pas. Donc, on peut pas dire que les filles sont plus comme ci et comme ça, les garçons sont plus performants. Maintenant, il y a des motivations différentes de jouer. Il peut y avoir même des garçons qui préfèrent juste sociabiliser et ils jouent, ils s'en foutent de la performance, mais ils veulent juste chatter avec les autres. Et les filles, pareil. Et les filles, souvent, et pour répondre à votre question, d'après mes observations, qui sont encore une fois non pas scientifiques, j'ai l'impression que les éditeurs, par exemple Riot Games, ils gèrent bien ce côté parce que Valorant, ils arrivent à mobiliser plus de filles, de joueuses versus LOL. C'est mon observation personnelle, mais elle est peut-être fausse. Mais c'est le jeu plus facile. Stéréotype, alors là. Tu vas pas te faire Alors attendez, on a vu une remarque. Oui, pardon. On a besoin d'une remarque constructive. Effectivement, ça a amené beaucoup de gens à se penser au gaming. Peut-être beaucoup de filles qui préféraient sortir de base et qui ne se pensaient pas dans le gaming, qui se sont mis du coup au gaming à ce moment-là, et donc dans les prochaines années, il y en a de plus en plus. Oui. Il y a aussi l'avènement des plateformes de streaming qui a Oui. beaucoup aidé à généraliser la pratique du gaming auprès des femmes, en voyant des streameuses le faire également. Donc ça a beaucoup joué. Je veux juste apporter, alors cette fois-ci c'est vraiment scientifique parce qu'avec Anne on travaille nous sur la discrimination et le fait qu'il y ait moins de filles. Pourquoi il y a moins de filles dans les études informatiques? Et pourquoi est-ce que les femmes au départ, on remonte la chaîne et en fait statistiquement, et ça c'est des études scientifiques, les filles ont moins accès dans le foyer à du temps d'accès aux jeux, que ce soit à la console ou à l'ordinateur, elles ont juste moins de temps d'accès. Donc c'est tout bête, mais il y a un problème dans l'égalité d'accès aux devices. Et donc ça c'est... voilà. On glisse, attention. Juste pour compléter, et c'est justement dans ces recherches-là que ça se fait dans d'autres démarches aussi, parce qu'on peut parler de la danse, on peut parler du foot. Il y a effectivement ce conditionnement, entre guillemets, parmi des parents, ou de l'accès, effectivement. Donc là, il y a des choses qui se démocratisent et à un moment donné,
c'est ce principe un peu, à un moment donné, c'est économique, donc du coup on va attirer les filles, donc il y a aussi ça qui va jouer, qui va leur permettre, c'est pas par rapport au jeu en lui-même, parce que quand on est petit on veut tous jouer, mais c'est effectivement l'accès et la façon dont on va articuler le temps de loisir, ou qu'on va conditionner à faire passer ça non pas comme du loisir mais autre chose. Donc il y a effectivement tout ce prisme de démarrage qui contient un biais de lecture. Et là, on va glisser encore plus. Voilà. C'est un autre article que j'ai coécrit avec une collègue de l'EDEC, Agère Gemel, qui est la directrice de notre chaire Diversité et Inclusion. Et donc, c'est une étude qu'on a faite uniquement sur 2 jeux, Assassin's Creed et The Witcher. Et après, on a continué. Mais le titre, Napoléon versus Marie-Antoinette, c'est un de nos répondants qui nous l'a dit, c'était un garçon, lors des entretiens qu'on a fait. Et il a dit que c'était normal que... parce que là, l'objectif, c'était de voir quelle est la représentation des personnages dans les jeux vidéo de stratégie et d'action, donc RPG. Et comment les femmes héroïnes et les hommes héros sont représentés dans le jeu, dans le script du jeu. J'arrive, juste je finis. Et donc, ce répondant, il a dit, bah oui, c'est normal que les hommes soient... Il y a plus de personnages hommes, parce que Napoléon, il a fait beaucoup plus de choses que Marie-Antoinette de son époque. Donc, et ça, c'est le réalisme historique. Mais on s'en fout dans les jeux vidéo. Il y a des dragons qui volent, Hélio, il vole. Donc, on s'en fout. Même si Napoléon, il a fait plus parce que c'était un homme et on l'a poussé et il a réussi à le faire, dans les jeux vidéo, on n'est pas obligé de reproduire le même stéréotype. Je vous écoute. Alors, pour revenir rapidement sur le point d'avant, quelque chose qui est aussi à prendre en compte dans l'accès à l'e-sport pour les femmes, c'est le harcèlement. Oui, tout à fait. Disons que beaucoup d'entre elles juste ne persévèrent pas parce que tu passes ta journée à te faire insulter, à dire que ça serait sympa que tu me sois violent. Il y a un moment où effectivement, je vous jure que je suis poli par rapport à... Non, mais je sais, vous avez raison, oui. Et c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte, c'est-à-dire que les filles qui arrivent à l'e-sport, pour moi, je trouve de base, plus de mérite, tout simplement parce qu'il faut vraiment avoir un mental d'acier pour supporter ça en boucle, au point que beaucoup d'entre elles avouaient qu'elles préféraient cacher leur identité de genre pour éviter ça. Ce qui confirme le fait qu'on vit dans une dystopie. Le second point, c'est que là, il y a un énième scandale provoqué, puisque le nouveau jeu God of War aura pour personnage principal une femme. Et une levée de bouclier gaguesque, parce que tout un tas de joueurs ne supportent pas l'idée de ne pas incarner le gros dieu de la guerre et ses pectoraux luisants, mais littéralement sa femme. Et le fait de voir qu'il y a une telle levée de bouclier, pour moi, me fait dire que, oui, effectivement, la perception de genre et la question du patriarcat dans la valorisation et des compétences du médium et sa commercialisation est simplement inévitable. Et vous avez mentionné peut-être, je pense aussi à The Witcher, dont le personnage principal des livres et séries, dont on a eu 3 jeux consacré à Sirius, qui est un personnage secondaire, à savoir Geralt. Et avant même que le jeu soit sorti, on a déjà une vague de boucliers disant que les fans hardcore de la série ne joueraient pas au 4e opus, parce qu'on n'incarne pas Geralt, et sa fille, qui, encore une fois, je rappelle, est l'héroïne des romans. Et encore une fois, les proportions que ça prend, pour moi, m'amènent à poser des questions. Oui, mais on les pose et je vais continuer à les poser. Donc ça, c'était notre première étude où, comme j'ai dit, on a comparé que ces 2 jeux. Donc on a comparé plusieurs choses. On a comparé le temps de parole, alors on a comparé les personnages jouables et les personnages nommés, hommes-femmes. Mais ici, j'ai juste pris un résultat qui est lié aux compétences, donc ce dont on parle aujourd'hui. Comment les professions sont représentées dans les scripts. Et on a parlé les narratives. Donc là, on est bien sur des RPG, donc des jeux à scénario, d'accord, ou d'action. C'est comme un livre, comme un film. Donc, on a des rôles modèles. On veut s'identifier aux personnages qu'on voit à l'écran ou qu'on a dans les livres. Et c'est très embêtant de véhiculer des stéréotypes qui ensuite vont se retrouver reproduits dans la vraie vie. Et donc ce qu'on a trouvé, c'est que les héros, donc les personnages masculins, on a compté, on a juste compté. En fait, on a fait un code Python et on a web scrappé les scripts de The Witcher et Assassin's Creed depuis les 3 Witcher et les mêmes années Assassin's Creed. Et donc, on avait 6 jeux et sur lesquels on a compté le nombre de professions
que les personnages avaient. Donc, on se retrouve avec 36 professions. Et là, vous avez toutes les... Mais c'est trop petit, mais toutes les professions sont au sommet de la hiérarchie sociale, professionnelle. Ils ont le pouvoir, c'est des positions dominantes, valorisantes, des professions valorisantes. Et vous avez quelques exemples. Et quand on regarde pour les femmes, héroïnes dans les personnages du jeu, on n'a compté que 10. Et elles sont soit dans la sphère du soin, donc le care, guérisseuse, infirmière, serveuse, ou très imprégnée par le regard masculin. Objet, donc c'est courtisane, prostituée. Donc, voilà. Je continue. Je vois qu'il n'y a pas de réaction pour l'instant. Et donc, on a continué et on a créé un test de parité des jeux vidéo. Oula, c'est dangereux ça. Alors, on vient de le lancer. On est sur Internet, on est passé au Sénat. Ils nous ont demandé de venir témoigner parce qu'ils ont une cellule. C'était positif, hein, que le Sénat organise une audition, ils appellent ça, une audition. C'était le 18 décembre. Et elle est enregistrée sur le site de Sénat, vous pouvez la retrouver. On était enfin c'était ma collègue Agère Gemel qui est allée et il devait préparer après l'audition des directives pour le Sénat. Et donc on a présenté le test. Donc, il est très simple. Il est inspiré du test de Bechdel, si vous connaissez au cinéma, qui est beaucoup... Lui, il a 3 questions. Mais l'objectif du test de Bechdel, c'est de mesurer à quel point est-ce qu'il y a au moins 2 femmes, est-ce qu'elles sont nommées et est-ce qu'elles parlent pendant 5 minutes de quelque chose d'un sujet qui est autre qu'un homme. Parce que souvent, maintenant, vous allez faire attention quand vous regardez un film, même s'il y a 2 femmes qui parlent, souvent elles parlent de leur petite amie ou de leur mari. Souvent, c'est une discussion. Bon, maintenant, le test de Bechdel est devenu vraiment, d'un point de vue normatif, super important parce que même le CNC, quand il donne les subventions pour la création de nouveaux films, le scénario doit répondre positivement aux 3 questions du test de Bechdel. Donc, notre ambition, elle est un peu similaire. Donc, les 4 questions sont très simples. Est-ce qu'il y a autant de personnages féminins que masculins? On a enlevé tous les personnages auxquels on ne peut pas attribuer de genre dragon ou des choses qui ne sont pas liées au genre. On les a éliminés, donc ils ne sont pas comptés. Donc, c'est uniquement personnages féminins, masculins. Est-ce qu'il y a autant de personnages féminins et masculins jouables? Est-ce qu'il y a autant de personnages féminins que masculins nommés? Parce que quand on n'est pas nommé, il peut y avoir 60% de femmes, personnages, mais si elles n'ont pas de nom, elles n'ont pas d'existence. Donc, c'est important d'être nommé dans le scénario. Et est-ce que les personnages féminins et masculins ont le même temps de parole? Et donc, maintenant, j'ai une question pour vous que mes étudiants, souvent, ils me posent. À partir de combien de pourcents il y a une parité? 50-50, oui, normal, mathématiquement, c'est 50-50. Mais, dans la recherche en sociaux, oui, il y a deux mesures qui sont souvent, c'est minimum 30-70 ou 40-60. Nous, pour le test, on a pris 40-60. Pourquoi 30-70? À partir de 30-70, parce qu'on a fait des études sur les boards, les COMEX des grandes entreprises, et on se rend compte que s'il y a moins de 30% de femmes, elles se comportent comme les hommes. Parce qu'elles veulent, elles sont fières d'être là, elles se disent, bah, si je ne fais pas comme eux, ils vont m'évincer. Donc elles n'arrivent pas à un seuil où elles peuvent imposer leur idée de femme et d'assumer leur genre. C'est à partir de 30, d'un tiers, qu'on remarque qu'elles commencent à pouvoir asseoir leurs idées. Et nous, on a pris 40-60. Dans un sens, c'est un test de parité. Hein. Ça veut dire que si un jeu, d'ailleurs, je vais vous montrer, on a fait 154 jeux, on a analysé, et clair-obscur, ils ont essayé de faire trop fort et ils le passent sur une question, ils ne passent pas. Parce qu'il y a trop de femmes. Donc, si ce n'est pas 40-60 dans un sens ou l'autre, ça ne passe pas. Donc, on a fait 151 jeux
On a commencé avec des jeux de 88 jusqu'à 2025. Et c'est des grosses licences. Notre objectif, ce n'était pas d'analyser des petits jeux qui sont confidentiels, parce que la plupart du temps, eux, ils font attention. Quand c'est des petits studios, la plupart du temps, c'est des jeux qui sont bien construits et paritaires. Nous, on voulait regarder qu'à partir d'1 million de ventes. Oui, parce que c'est là où il y a un impact sur la représentation. C'est là où il y a plein de joueurs qui jouent et l'impact sur les audiences est énorme. Et c'est une méthodologie très simple. On a compté juste. On a fait des codes Python. On extrait le script dès qu'il arrive sur les fan pages. Donc on l'extrait et on l'analyse. Voilà, tout le reste j'ai présenté. Et donc, ça c'était une infographique. Actuellement, on est à 151 jeux, parce que tous les mois, pratiquement, on rajoute des jeux. Mais là, c'était une infographie qui était sortie. Je trouvais qu'elle était plus parlante que... Donc, juste avant, en décembre, on était à 129. Et sur les 129, on avait analysé donc 77 jeux de action-aventure, 52 de RPG, 17 franchises, licences. On a analysé plus de 8000 personnages, plus de 380 lignes de dialogue, après cleaning des dialogues de personnages qui sont non-genrés. Et on a 4 millions de mots qui ont été échangés. Voici les résultats sur les 129. Mais je crois que sur les 150, on doit être un petit peu au-dessus, mais à peine. En gros, c'est ça. Oui, je pense. Mais par rapport au temps où on se pose la question et où on arrive aujourd'hui à mettre en place ce genre de statistiques de recherche, avant, on ne se posait pas la question. Tout à fait. Donc, en fait, plus les jeux sont récents et plus on va atteindre la parité. Tout à fait. Et on a fait là, j'ai les résultats dans mon papier, mais là, je n'ai pas présenté. On a fait une analyse par génération de consoles. Et en effet, les dernières générations, ça s'améliore. Parce qu'on a analysé mais exactement ce que vous avez dit au départ, tout le monde s'en foutait. Mais il y a quand même 52% qui répondent non aux 4 questions, qui ne sont pas du tout paritaires. Il y a que, vous voyez les résultats, c'est pas... Donc, notre ambition pour ce test, il est libre d'accès. Et on a fini la version bêta. Maintenant, il sera chaque jeu. Toutes les licences vont être sur un menu déroulant sur le site de l'EDEC, sur la chaire diversité et inclusion. Et n'importe qui pourra venir cliquer sur la licence, sur le jeu, et pourra voir les graphiques pour les 4 questions. Et vous allez pouvoir vous-même positionner le jeu que vous aimez ou que vous jouez pour voir comment il se situe. Et aussi, on va demander à des gamers ou des fans, il y a une procédure où vous pouvez soumettre un script. Si vous avez un nouveau script que vous avez sur un jeu qui n'est pas dans notre liste, vous pouvez le soumettre, on vous explique quel format technique il doit avoir, et on l'analyse et on le rajoute. Donc, on voudrait que ça soit open source et consumer generated, donc que les gamers nous aident à améliorer et évangéliser ce test. Et donc, la sensibilisation. Et donc, c'est mon dernier mot, là. Quand on avait publié en 2019 l'article d'abord sur les compétences, la même année, France Travail avait posté ça. Recruter des gamers pour apporter des solutions originales et efficaces pour les entreprises. Donc, c'était prometteur. Et là, il n'y a pas longtemps, je crois que Emmanuel Macron, sur son Instagram, il a posté aussi des messages prometteurs sur ce que vous disiez, que le e-sport doit être plus reconnu et créer un écosystème. Posté, il a invité tout à fait, oui. L'écosystème du gaming Oui. et de l'e-sport à l'Élysée. Oui, tout à fait. Oui. C'est là où ce que tu disais tout à l'heure est super intéressant, c'est qu'en fait, il y a vraiment, on est en train de créer différents mondes en fait du jeu vidéo. Oui. Il y a le monde de l'e-sport qui est légitimé par l'aspect business en fait, Par la com et la performance. Comme le sport. Mais le sport, c'est du business.
business, enfin, on va voir ça un autre. Voilà. Il y a la partie artistique, puisqu'il a récemment remis des titres, entre autres Shigeru Miyamoto et d'autres. Et d'ailleurs, il a félicité l'équipe de Clair Obscur, Sunfall Interactive. Et à contrario, il y a tous les jeux qui passent un peu sous le radar, qui sont les jeux indés, qui eux proposent des alternatives en fait à la culture dominante, au AAA, etc. Et à côté de ça, il y a toute une masse en fait de jeux qui sont, je sais pas comment qui sont des jeux de loisirs. C'est bizarre d'utiliser ce mot-là. Ouais. Casual games, non? Ouais, mais c'est alors en fait c'est pas casu parce que si tu prends FC 26 par exemple, qui est un jeu qui est très populaire, des jeux plus populaires peut-être, qui sont joués par beaucoup de monde, en fait, on peut le jouer à différents niveaux aussi. Et je trouve que on est en train de créer en fait des groupements de jeux et on peut pas tous les analyser de la même façon, je pense. Parce que si on analyse, mais en fait, ce qu'on dit là sur le jeu vidéo, c'est vrai pour la littérature, c'est vrai. Oui. Tout à fait. Si on met je lis sur mon CV et que derrière en fait je lis des mangas, ça n'a pas le même impact que si je dis j'ai lu tout Dostoïevski. Encore une fois, la hiérarchie. Voilà. Et en fait, c'est ce que disait Mathieu Triclot, on est en train de. Je pense qu'il faut regarder ce qui s'est déjà fait sur d'autres objets culturels pour voir l'évolution finalement du jeu vidéo et de comment l'analyser en fait. C'est un peu comme dans l'édition maintenant. Il y a quelques années, pour le master édition, aucun étudiant n'oserait te dire, quand tu poses la question qu'est-ce que tu lis, de te dire romance, roman fantasy, etc. Comme nous, il y a 30 ans, moi, je suis vieille, j'aurais jamais dit Harlequin pour être prise à l'université, par exemple. Alors que maintenant, ils disent que ça. Aujourd'hui, il y a des recherches. C'est ça, c'est tout ça. BookTok, romance. Ou des Wattpad et tout. Il y a des recherches qui sont menées sur les représentations de genre dans les fanfictions, enfin des trucs qui sont vraiment hyper niches, effectivement, qui passent complètement à côté du grand public en fait. Je pense qu'il y avait derrière vous une question d'abord. Oui, c'était aussi là parce qu'on est d'accord. Là, vous parlez de jeux vidéo, mais parce que là, du coup, on est retombé sur le jeu vidéo à compétition, quelque part. Oui, c'est vrai. Alors que moi, quand j'entends jeu vidéo, on est d'accord, maintenant, quand vous donnez par exemple du Candy Crush, du coup, ça peut être intéressant aussi d'avoir, entre guillemets, cette observation, mais de deux façons, parce que là, on rentre aussi tout de suite dans le prisme du jeu vidéo qui devient compétitif et où on oppose des personnages avec des identités de genre, avec tout ce qui va derrière. Ce qui est une porte d'entrée, à mon avis, il faut bien travailler là-dessus, mais il y a toute la. Est-ce que c'est pas ça aussi qui fait que maintenant, il y a l'histoire des générations aussi, parce que quand on dit jeux vidéo, on a tendance à en parler que par rapport au prisme des jeunes, recrutement, recruter les jeunes. En fait, on associe un autre stéréotype aussi derrière en disant c'est une classe de population, alors qu'en fait, finalement, faire entrer le jeu vidéo dans les EHPAD, ça commence à être aussi quelque chose qui arrive, même dans les écoles en ce moment de formation. Moi, je sors d'un BPGEPS là et ils viennent de lancer une formation avec le e-sport. Donc, ça commence à évoluer aussi, mais parce que ça se destine aussi à des publics seniors et autres. Donc, peut-être vraiment dans les enquêtes et les analyses, les études, pour tous ceux qui rentrent là-dedans, c'est de se dire c'est le jeu vidéo en général, ou est-ce qu'on rentre aussi de nouveau dans une niche de oui, mais le jeu vidéo, c'est ça. Non, pas du tout. Nous, en fait, comme je dis, il y a beaucoup de genres et nous, on a choisi le genre des jeux au scénario parce qu'on voulait analyser les stéréotypes de genre. Mais il y a encore plein de choses à analyser. Et oui, vous avez raison. Et vous aviez une question aussi? Oui, en fait, je voulais rebondir sur un moment quelqu'un qui parlait aussi de ça avait été le même type de combat, les jeux vidéo, c'est pas bien par rapport au manga à une époque, ou les jeux vidéo ou les dessins animés. En fait, est-ce que c'est pas juste le rapport toujours du média fait pour la jeunesse? C'est un truc pour les jeunes, donc c'est forcément idiot, c'est forcément abrutissant, c'est forcément moins bien. C'est genre des nouveaux médias en fait. Voilà, c'est les dessins animés, c'est idiot, puis c'est les mangas, c'est idiot, puis c'est les jeux vidéo, c'est idiot. Et je suis sûr que comme ça on peut remonter genre dans les années 30 à la corde à sauter, c'est idiot. La radio. Non mais oui voilà, la radio c'est idiot, le rock'n'roll ça abrutit. Là où il a raison, c'est que les médias ont un rôle très très important dans ça. Moi, toute ma période où j'ai été joueur pro, les premières questions qu'on me posait en interview, c'était est-ce que vous êtes un addict aux jeux vidéo? Est-ce que vous sortez Vous l'avez? Non mais ça commence à remonter maintenant. Mais si les médias posent pas ces questions,
le grand public se les pose pas non plus. Donc à un moment donné, c'est aussi le rôle des médias de poser Tout à les fait. bonnes questions Oui. et pas toujours d'aller sur... Et c'est pour ça que ces études-là, j'ai tendance à dire, c'est bien, mais il vaut mieux axer sur le positif plutôt que de dire, notamment en introduction, ah, on pense que les jeux vidéo, c'est... Non, ça c'était peut-être il y a 20 ans, mais aujourd'hui, il faut plus aller sur le positif et oublier ou passer outre les a priori pour éviter de les faire circuler encore plus. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, on ne cite jamais les mauvais exemples. On donne les bons exemples qui passent le test, mais on leur donne une deuxième chance. Après, il y a une ambiguïté quand même avec les jeux à caractère sportif. C'est qu'il y a une partie liée au gambling quand même. C'est qu'il y a beaucoup de jeux qui sont à teneur gratuite, qui ont tendance en fait à développer un aspect compétitif dans lequel, alors on te dit que c'est pas vrai qu'au niveau de la performance, tu seras pas plus performant en prenant des lootbox, etc. Mais qui quand même, comme les jeux de sport par exemple, comme FUT ou les NBA, etc., qui quand même lient les deux de manière très très forte. Oui, mais c'est lié au business model du jeu plus qu'au caractère compétitif du jeu. Sur League of Legends, le fait que tu puisses acheter des caractères, enfin, des personnages à l'intérieur ou des skins ou ce que tu veux, c'est pas ça qui va faire que tu es fort ou que tu n'es pas fort dans le jeu. Ça va amplifier ton expérience dans le jeu et ça va être pour amplifier la masse de casual gamers qui est en bas, qui va adhérer au jeu. Mais c'est pas ça qui va faire que tu es performant. Donc oui, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là, mais ça c'est le business model de l'éditeur derrière. C'est pas vraiment sur la performance et là, le caractère sportif du jeu. Mais sur League of Legends, c'est quoi le nom de ce joueur qui s'est fait ban pendant 100 ans? Le français? Non, il est coréen. Ah non, je sais pas. Il est super connu, c'est un case parce qu'il il jouait à la place d'autres pour qu'ils montent. Exactement. Les Dopa, ouais. Oui, Dopa. Ce qu'on appelle du boosting, donc ils montaient des comptes à très haut niveau pour les revendre. Il a fait ça longtemps avant de se faire vraiment choper. Ouais. Oui. Oui, vous aviez une question? Ou une remarque? Deux remarques. La première, c'était concernant la hiérarchisation des arts. Je reviens sur ce qui a été dit, sur ce qu'a dit Bourdieu. Oui, c'est clair qu'il y a, entre dire je fais du piano et je fais du beatbox, devinez lequel aura plus de chances de vous faire avoir un emploi. Mais la différence par rapport à toutes les formes d'art et la hiérarchisation sociale, c'est le force de transformation. Le jeu vidéo est interactif et on n'a pas la même capacité de littéralement, physiquement s'emparer d'un tableau, d'un film ou d'une œuvre sur laquelle on reste sur une forme de perception passive. Et je sais que la beauté dans l'œil de celui qui regarde, mais dans le cas d'un jeu vidéo, littéralement, les joueurs, et je ne parle pas seulement des modes, ont une capacité à les transformer, voire à les modifier. Et c'est pour ça qu'il y a en fait, pour moi, deux formes, peut-être même trois, d'élitisme dans le jeu vidéo, qui est d'un côté effectivement celui d'aller favoriser des jeux plus indépendants, plus exigeants, intellectuellement moins satisfaisants, mais d'un autre côté, là, littéralement la performance technique et la capacité, tout simplement la capacité d'exécution. Et c'est là où il y a pour moi une hiérarchisation qui se refait et qui mérite d'être réinterrogée. Ensuite, concernant l'e-sport et concernant le gambling, on n'a pas encore parlé de dark pattern, mais le business model justement des jeux, ça a été démontré à plusieurs reprises. C'est justement de mettre en place des algorithmes qui vont favoriser précisément la frustration. Je veux dire, vous jouez au foot, à un moment le ballon reste le même. Et il n'y a pas une entité qui va aller changer le terrain, changer les joueurs en face, ou changer les personnes que vous allez affronter dans le but de vous frustrer ou de vous faire sentir plus ou moins fort. Parce que c'est là où effectivement on peut parler de gambling. On sait très bien qu'un jeu comme Fortnite ou comme League of Legends n'a pas vraiment non plus intérêt à supprimer la toxicité de ses joueurs et quelque part à l'entretenir, parce que tant qu'on aura cette envie de relancer une partie juste après, on voit des skins. Si on voit les skins, on est tenté d'eux jusqu'à un moment de faiblesse. Et ça a été aussi démontré parce qu'ils ont payé des chercheurs en neurosciences pour justement, c'était démontré que si tu achètes un skin, un certain dans un jeu, tu vas bizarrement finir face à des joueurs un peu plus faciles à battre. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui a été, c'est un scandale qui a été étouffé 2 fois. Donc oui, la part de gambling, en fait, reste présente. Et certes, on parle d'attirer le plus grand nombre de joueurs, mais on parle aussi de les retenir le plus possible. Et ce qui fait qu'on se retrouve dans ce cas-là avec 2 cas de figure. C'est d'un côté, soit effectivement, il faut devenir débilement excellent pour surmonter l'algorithme,
c'est-à-dire être systématiquement en position d'infériorité et réussir à surmonter, et là effectivement on a des compétences, soit sinon ça veut dire qu'on est récompensé pour avoir accepté un pacte tacite et du coup d'avoir accepté de payer pour. Donc, oui, tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Et juste ce que je voudrais juste rajouter, c'est que d'un point de vue business, c'est quand même compliqué pour le jeu vidéo parce que on rentre immédiatement dans un film quand on est dans la salle de cinéma. Et il dure 2 heures. Donc la salle, elle est noire, il n'y a que l'écran, toute votre attention est sur l'écran. Donc quelqu'un qui fait de l'art et qui fait un film, c'est facile d'engager, que les audiences se sentent immergées dans l'univers. Quand vous lisez un livre, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même se mettre dans un endroit calme. Mais on y arrive. Au bout de quelques pages, vous pouvez être quand même dedans, comme on dit. Un jeu, ça c'est Ubisoft qui nous a partagé une étude. Il faut 12 heures. 12 heures de jeu pour comprendre l'univers du jeu. Et ces 12 heures, par rapport à ce que vous avez dit, la rétention des joueurs sont cruciales pour l'éditeur. Parce que si vous quittez, ils vous ont perdu financièrement comme client. Et ils essayent de travailler cette rétention pendant ces moments. C'est pour ça qu'il y a les moments où on ne joue pas c'est comme des bouts de films, les cinématiques, pour essayer de rentrer plus vite vous amener plus vite dans l'univers. C'est compliqué aussi pour les éditeurs de ce type de loisirs. C'est surtout qu'on peut-être ce qui a vraiment distribué les cartes, c'est qu'en fait on est passé d'un système de jeu, c'est l'arrivée des jeux-services. Oui. Et beaucoup de studios, ça a été aussi beaucoup documenté, rêvent beaucoup plus d'avoir un jeu-service qui est une source de revenus permanente, que finalement, même un jeu comme Clair Obscur qui a eu énormément de succès, il est vendu. Oui. Même si on peut faire des produits dérivés derrière. Tout à fait. Et c'est, encore une fois, pas la même... Ça a changé le business model, oui. Pas la même approche. Merci beaucoup.